Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Passons en revue toutes les étapes du vote et essayons de comprendre ce qui dicte le choix de tel ou tel élément. Commençons par la carrosserie. Comme nous l'avons déjà dit, le crossover est un facteur de forme très populaire en Russie, il n'y a donc pas eu de surprise à ce niveau. Ce choix peut probablement être qualifié de très pratique. Un crossover ne doit pas nécessairement être simple, comme le Renault Dusty. Parmi eux, il y a de très belles voitures, qui peuvent être conduites non seulement en cas de besoin, mais aussi à volonté. Et bien sûr, il s'agit d'une carrosserie très polyvalente. Avec un crossover moderne, il est possible d'aller aux champignons, pas très loin dans les bois, et au théâtre. Et le fait que nos lecteurs préfèrent aller au théâtre, mais pas dans la forêt, est évident dans le choix des pare-chocs. Le sens de la beauté a été privilégié par rapport à l'aspect pratique. Vous vous souvenez des pare-chocs des vieux SUV brutaux? En fer. Et mieux encore, des pare-chocs électriques, qui permettaient de se heurter à une souche et d'installer un treuil. Mais nos lecteurs étaient sur la vague du progrès, et ils ont donc choisi des pare-chocs au design spatial. Ce n'est peut-être pas trop utilitaire, mais c'est très moderne et même beau. Nous sommes très heureux que vous ayez pris les sondages au sérieux et que vous n'ayez pas choisi un pare-choc arrière dans le style du biodesign en combinaison avec le pare-choc avant, Space. Notre designer vous en remercie, il aurait été extrêmement difficile de combiner de tels éléments dans un même rendu. Ensuite, c'est le début d'une série de surprises. Franchement, je me doutais bien que les optiques de la voiture de mes rêves seraient halogènes. Ce n'est pas le moment de faire des expériences, je veux quelque chose d'accessible et de simple. Mais non. Curieusement, les lecteurs ont choisi le type de phare le plus avance, le laser. Et ils ont voté presque 8 fois moins souvent pour le xénon que pour le laser. Les avantages de l'optique laser sont évidents, ces phares éclairent très bien la route et peuvent avoir presque n'importe quelle forme, ce qui est favorable à l'extérieur. Mais leur coût? Il semble que personne ne veuille acheter une voiture de rêve. Mais le désir de rêver qui nous habite est invincible. Cependant, nous n'allons pas mettre ce crossover sur la chaîne de montage et faire de l'argent avec, alors laissons les phares au laser. La deuxième surprise concerne le choix des disques. Il est clair que les disques estampes ont obtenu le minimum de votes, comme nous l'avons dit, il y a très peu de plaisantins parmi nos lecteurs. Mais les disques cool, très populaires, et les disques exotiques préfabriqués atteignent à peine, en nombre de voix, le leader, les disques Forge. Et là encore, la perplexité est de mise, c'est très cher. Mais nos lecteurs ne comptent pas l'argent virtuel. Après tout, la Forge est belle, confortable et durable. Et comme il n'y a de toute façon aucun endroit où acheter cette voiture de rêve, vous pouvez rêver au maximum. Et c'est très bien ainsi. Enfin, le moteur. Là encore, il n'y a pas eu de surprise. Certes, c'est un moteur à essence classique qui l'emporte, mais la deuxième place est occupée, contre toute attente, par une motorisation hybride. Nous n'avons même pas essayé de préciser de quel type d'hybride il s'agissait, rechargeable, avec un générateur sous la forme d'un moteur à combustion interne ou autre. Nous ne pensions pas que les hybrides avaient autant d'adeptes. Et nous devons admettre qu'après la victoire du crossover dans le choix du type de carrosserie, nous nous attendions à une lutte pas si enfantine entre un moteur à essence et un moteur diesel, qui convient très bien au crossover sur le plan conceptuel. Mais nous n'avons pas tenu compte d'un detail, à en juger par d'autres éléments, nos lecteurs n'ont pas tant besoin d'être passables que d'être polyvalents, dans un emballage à l'esthétique pure. Quel diesel! Les conducteurs de tracteurs roulent au diesel. Et avec un moteur électrique, les conducteurs de trolleybus, c'est pourquoi ils ont voté pour une voiture purement électrique avec beaucoup de réticence, moins que pour un diesel. Finalement, c'est le classique, un moteur à essence conventionnelle, qui la emporte. La voiture rêvée des lecteurs est donc un crossover à essence au design très progressif. L'intérieur, le type d'entraînement et la transmission sont autant d'éléments dont vous pouvez rêver vous-même. Après tout, chacun devrait avoir son propre rêve, sinon il s'agira d'un plan quinquennal et non d'un rêve. Et à toutes les époques, les gens ont rêve de voitures complètement différentes.
Souvenons-nous des voitures les plus célèbres de ces 20 dernières années, que beaucoup d'entre nous voulaient voir dans leur garage. Bien sûr, une voiture de classe à faire reste toujours un rêve pour la plupart des gens. C'était le cas en 2000, et c'est encore le cas en 2022. Le rêve semble être le même, mais les voitures sont devenues très différentes au cours de cette période. Rappelons brièvement ce qui a été produit d'intéressant dans ce segment au cours des 20 dernières années. L'échantillon est bien sûr incomplet, il y avait beaucoup de bonnes voitures à l'époque, mais ces voitures ont toujours fait l'objet d'un rêve. Et il y avait sans doute de bonnes raisons à cela. Commençons peut-être par les allemandes, car il n'y avait rien de plus prestigieux que les voitures des « trois grands » au cours des 2 dernières décennies. La berline phare de Mercedes est la Mercedes-Benz classe W211, qui a remplacé en 2002 la première classe en carrosserie 210. À cette époque, les gens s'étaient déjà habitués aux doubles optiques rondes, qui ont d'abord été perçues avec hostilité, et les premières W211 étaient techniquement très proches des voitures de cette classe de la génération précédente. La réputation a été gâchée par le système de freinage capricieux SBC, qui a été abandonné par la suite. Mais pour la première fois dans cette catégorie, Mercedes proposait une suspension pneumatique, bien qu'en option. Quoi qu'il en soit, la voiture s'est avérée être un succès, et ce n'est pas en vain que de nombreuses personnes l'ont considérée comme la dernière classe, faisant allusion au design controversé et à la fiabilité non optimale de la W212 suivante. Après le restylage de la W211, les moteurs de la vieille école de la série M113 ont été remplacés par de nouveaux moteurs de la série M273, et les moteurs presque éternels M112 ont été remplacés par de nouveaux moteurs M272. C'est dommage, mais les anciens moteurs étaient beaucoup plus durables et plus faciles à entretenir. Beaucoup d'entre eux sont encore en service. L'essentiel est de bien les surveiller et de choisir la bonne huile, appropriée, pour les moteurs avec du kilométrage, par exemple. De la gamme premium de l'Uqual Genesee Mercedes-Benz Class, W211, 2002-09 à peu près au même moment, BMW lance une nouvelle 5 dans la carrosserie de la E60. Et c'est là qu'apparaît une différence significative avec Mercedes, si le changement de génération ressemble à un processus d'évolution. Les Bavarois, avec leur E60, font figure de véritables révolutionnaires. La 5e série précédente, dans sa carrosserie E39, était totalement différente et, extérieurement, la nouvelle E60 n'avait rien à voir avec elle. Techniquement, la nouveauté était également très différente de son prédécesseur, l'aluminium était largement utilisé ici, et pas seulement dans les details de la carrosserie, mais aussi dans le châssis, des amortisseurs réglables électriquement, un stabilisateur électromécanique de stabilité transversale et bien d'autres éléments intéressants apparaissaient pour la première fois. D'une manière générale, l'électronique de cette voiture était à l'époque directement avancée, et même selon les normes d'aujourd'hui. Elle est très complexe. La situation des moteurs est un peu similaire à celle de Mercedes, ici aussi, avant le restylage, des moteurs familiers de la génération précédente étaient proposés, y compris le très apprécié et presque culte 6 cylindres en ligne M54, mais après le restylage, il n'y avait pas les éternels moteurs N42, N52, N53 et N54. La seule chose que beaucoup n'ont pas aimé dans cette voiture, c'est son design. La créativité du designer de la E60, David Arcagnelli, n'a pas impressionné les fans de la précédente génération E39 de la Plume 2. Chris Bangle, et il est arrive que des acheteurs potentiels, après avoir vu la nouvelle, 5, courent acheter l'ancienne pendant qu'elle était en vente. Mais c'est déjà une question de goût. L'essentiel est que cette voiture est aussi devenue un classique, et que certains l'aiment encore. D'une part, sur la E60, il est encore possible de trouver un moteur qui, avec un bon entretien, peut parcourir 1 million de kilomètres. Oui, nous parlons bien du M54 B30. Si au moins on n'économisait pas sur l'huile et qu'on verse ce qui convient, on est vraiment millionnaire. D'ailleurs, l'Uqual dispose d'une sous-ligne d'huile moteur spécialement destinée aux marques automobiles allemandes Genesee Armortec GC. Mais, d'un autre côté, cette voiture est aujourd'hui un jouet pour les fans fortune. Les automobilistes simples n'ont plus besoin d'une telle voiture. La 3e voiture culte, allemande, est, bien sûr, Audi. Et pas n'importe quelle voiture, mais la 6 de la génération C7. Oui, cette voiture n'a pas le même edge que les 2 précédentes. Elle est apparue plus tard, elle a été présentée en 2010, et le début des ventes a commencé en 2011. Mais puisque nous nous intéressons à l'ensemble de la période allant de 2000 à cette année,
examinons cette génération des A6. Qu'est-ce qui la rend si remarquable? Elle est remarquable en ce sens qu'elle est devenue une certaine référence de la classe affaires de la deuxième décennie du XXIe siècle. Si la large utilisation de l'aluminium dans la E60 semblait être une nouveauté, l'utilisation de ce métal dans la A6-C7 était déjà inévitable, on ne peut pas arrêter le progrès. En outre, cette voiture a été construite sur la plateforme modulaire MLB, sur laquelle, outre de nombreux Audi, d'autres voitures intéressantes ont été construites. Par exemple, la Porsche Macan. Et c'est très important pour deux raisons. Premièrement, il est désormais à la mode de construire différentes voitures sur la même plateforme. C'est certainement plus pratique pour les Allemands, les mêmes boîtes, les mêmes moteurs, parfois même les mêmes déflecteurs dans l'habitacle. Mais deuxièmement, dans le même temps, certaines de ces voitures ont perdu de leur piquant. Et c'est bien dommage. Quoi qu'il en soit, la 6 et 7 s'est avérée être presque un succès. Pourquoi presque? Jugez-en par vous-même, l'électricité était compliquée, mais assez fiable, il y a beaucoup d'aluminium dans le châssis, mais la ressource est très décente, les boîtes de vitesse principales sont soit robotisées, soit à variateur, mais toutes deux ne sont pas tombées en panne avant l'heure. Mais les moteurs, ils sont devenus une véritable plaie. Les premiers moteurs de la série EA888 Gen 2 étaient une frustration, généralement à cause d'une consommation d'huile épouvantable. Les EA888 Gen 3 étaient meilleurs, mais souffraient de rayures sur les chemises de vilebrequin, les roulements et les lits d'arbre à cames. Les moteurs de la série EA837 posent problème. Il y a des éraflures, des problèmes de chaîne de distribution, et tout cela coûte très cher. Par conséquent, si vous souhaitez acheter une voiture de ce type, il est préférable d'opter pour un moteur diesel. Les diesels des séries EA189 et EA288 sont tout à fait convenables. Et pourtant, nombreux sont ceux qui rêvaient d'une telle Audi. D'autant plus que Mercedes produisait à l'époque une concurrente étonnamment terne face à la W212, et que la 5 BMW dans sa carrosserie F10 semblait trop agressive et pas assez sérieuse au premier abord. Même si, à mon avis, elle reste beaucoup plus intéressante que la précédente 60. Ceux qui ne voulaient pas avoir affaire aux capricieux allemands ont toujours été aidés par Toyota. Nous parlons bien sûr de la Camry. Et si l'on parle de la concurrence avec la 6 de la génération C7, il s'agit de la Camry 1550. L'objet de l'amour féroce des fonctionnaires, l'héroïne du folklore sur la mer et la Camry 3 et 5. Cependant, à bien des égards, grâce à la génération 1540 précédente, l'amour de la quarantaine a été transmis à la nouvelle génération. Et il y a de bonnes raisons à cela. Toyota a suivi l'exemple de Mercedes, les premières voitures de cette génération ne présentaient aucune solution technique nouvelle. En outre, le moteur principal, un Z, fait, était connu non seulement de la 1540 précédente, mais aussi de la très ancienne 1530. La gamme de moteurs a ensuite été mise à jour, mais pas de manière aussi radicale que chez d'autres constructeurs. Et avant le restylage, même la transmission automatique était une vieille boîte à 4 vitesses et un U241 de la 90e. Et si elle n'avait pas la même maniabilité que celle du siècle dernier, et si elle n'était pas trop bien peinte, la Camry 1550 pourrait être le rêve de presque tous les automobilistes de notre siècle. Mais cela n'a pas fonctionné, c'est pourquoi beaucoup de gens l'aiment, mais pas tout le monde. C'est vrai, c'est pourquoi son prix sur le marché secondaire est scandaleusement élevé. Et elles sont souvent volées. C'est le revers de la médaille de la reconnaissance du succès. D'accord, nous nous sommes souvenus des saloons. Et qu'est-ce que les riches et les célèbres voulaient acheter d'autre? Ils voulaient acheter, bien sûr, une Jeep. De préférence une grosse noire. BCD est, comme vous le savez, Big Black Jeep. Le concept est apparu dans les années 1990, et ce n'est pas un hasard, à l'époque, seules les personnes les plus respectées conduisaient des SUV importes. Parfois, cependant, et les plus mal aimés. Et bien que les années 90 appartiennent depuis longtemps au passé, le culte du BCD est toujours présent dans notre sang. Quels sont les SUV qui ont fait rêver au début du XXIe siècle? Le SUV culte le plus populaire, mais pas le plus abordable, du début de notre siècle est, bien sûr, le Toyota Land Cruiser 200. Comme toute Toyota, il était et est toujours apprécié pour sa fiabilité, le Cruiser est en bon état. Et comme toute Toyota, il est critique pour son intérieur plutôt bon marché et peu impressionnant et son confort médiocre. On peut toutefois lui pardonner ce dernier point, après tout,
il s'agit d'un tout-terrain et non d'une berline de classe affaires. Le choix des moteurs pour les différents marches et les différentes époques était convenable, un GR, fait, 4 litres, 2 UZ, fait, 4,7 litres. 3 UR, fait, 5,7 litres, 1 UR, fait, 4,6 litres, diesel 1 VD FTV, 4,5 litres. Et pas une seule mauvaise. Même lorsqu'au lieu de l'ancienne boîte automatique à 6 vitesses, après le restylage, on a commencé à mettre une boîte à 8 vitesses. Plus moderne AE80F, la fiabilité n'a pas baisse. Un autre avantage de la Cruzac est son caractère passable. Il permettait vraiment de rouler là, d'où il ne pouvait être tiré que par un tracteur à chenilles. C'est pour cela qu'il était apprécié à l'époque et qu'il l'est encore aujourd'hui. Mais il se trouve que si vous voulez vraiment pétrir de la boue, les gens fortunés on cherche à acheter une voiture légèrement différente. Qui est également devenu légendaire, le Nissan Patrol Y61. Il est certain qu'en fonction de l'époque de production, il serait préférable de le placer sur la même ligne que le Toyota Land Cruiser. Mais nous ne nous limiterons pas à des cadres temporels rigides, ces voitures se sont croisées dans les années de convoyage. Alors laissons-les se tenir côte à côte avec nous. Le Patrol est donc une autre légende. La légende est un peu plus controversée que le Land Cruiser, elle est moins fiable, le confort est également moindre, bien que, semble-t-il, comment pourrait-il être comparé au TLC? Mais le hardcore est plus important. Nombreux sont ceux qui considéraient et considèrent le 61e Patrol comme un véhicule d'expédition idéal. Avec de petites réservées toutefois. Nissan Patrol, Y61, 1997N. Il se trouve que certains de ces moteurs n'ont pas eu beaucoup de succès. Par exemple, le ZD30 diesel de 3 litres souffrait de nombreuses maladies congénitales et il est difficile de le qualifier de bon. Le TD28 diesel n'a pas eu beaucoup de succès non plus, et les TB42 et TB48 essence après 2003 en consomment tellement d'essence que leurs propriétaires ont pleuré de chagrin et de rage, et ont mis en place le système d'injection d'essence. Mais d'un autre côté, la Patrol avait un très bon diesel TD42, donc si vous voulez trouver une voiture avec un bon moteur, vous pouvez le faire. L'essentiel est de comprendre que la Patrol n'a pas été achetée pour l'asphalte, et que beaucoup de choses dépendent de la façon dont la voiture a été utilisée et de l'attention portée à son état. Selon certaines rumeurs, dans des conditions d'utilisation sévères, il est souhaitable non seulement de changer l'huile plus souvent, mais aussi de surveiller l'état du châssis, qui est sujet à la corrosion sur le Land Cruiser 200 et le Nissan Patrol. En ce qui concerne l'huile, la règle est simple, choisissez un produit conçu pour votre voiture, et vous n'aurez pas à la changer souvent. Ainsi, pour Nissan, il convient d'utiliser une huile moteur de la gamme Lukoil Genesee Armortech JP qui convient également à d'autres voitures japonaises. Le salon conditionnel est de taille convenable, ce qui est également pratique pour les longs trajets. Mais le fait que, lors de ces trajets, la colonne vertébrale puisse se briser sous le poids de la tête n'est pas réjouissant. Mais que faire, 2 essieux non coupes et des trains roulants rigides, c'est un peu la patrouille. En même temps, il dispose d'un stabilisateur de verrouillable de stabilité transversale, ce qui est utile en tout terrain. En un mot, la voiture est contradictoire, mais sans ambiguïté légendaire. Nissan Patrol, Y61, 1997N. Et, bien sûr, parmi les tout-terrains emblématiques du début du siècle, on ne peut pas ne pas se souvenir du rêve de tous les jeunes. Branche, la Mercedes-Benz classe GW 463. Il est aussi appelé Gelandwagen, Legendwagen, et tout simplement, Gélic. Les experts, bien sûr, distingueront immédiatement une 463 utilitaire de faible puissance dotée d'un vieux moteur diesel M602. La G65 AMG, mais pour tous les autres, il s'agit simplement d'un échantillon de Jeep classique des années 90. C'est en fait un véhicule étonnant. Il pourrait être assez fiable et simple avec presque tous les vieux moteurs des séries M102, M103, M104, M112, M113, M117 ou diesel. M602, M603, M606 et M612, de préférence avec l'ancienne transmission automatique 722.6. Il pourrait également être ruiné par un moteur plus récent et peu performant, le M273, ou un moteur diesel M628. Surtout si, en même temps que le moteur, il faudra remonter une boîte plus récente 722.9, elle est aussi 7G électronique. Hélas, la classe G a un très gros défaut, elle aime beaucoup rouiller. De façon catastrophique.
Il est donc très difficile de trouver une Gélique de rêve, première année de production, la moins problématique en termes de technologie. En bon état et non rouillé. Et son coût sera très élevé, cette voiture culte est déjà devenue une Youngtimer. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez vous souvenir de ce dont rêvaient les citoyens ordinaires au début du siècle. L'époque était intéressante et n'était pas la plus pauvre, il y a donc beaucoup de choses à se rappeler. Tandis que les riches et les prospères se regardaient par la fenêtre des Géliques et se rendaient au travail en Camry, les gens ordinaires rêvaient d'autres voitures fiables, plus ou moins confortables et, surtout, abordables. Et c'est justement au cours des années 0 que ces voitures sont apparues en grand nombre. Et même très nombreuses. Au début, il s'agissait de la Daewoo Nexia, de la Renault Logan et de la Hyundai Accent. Puis sont apparues la Hyundai Solaris et la Kia Rio. L'histoire de la transformation de l'Opel Kadett de 1984 en Daewoo Racer, puis en Cielo, et enfin en Nexia, rappellera sans doute à tous les passionnés d'automobiles qui se sont intéressés à cette voiture. L'essentiel dans cette histoire est qu'en 1995, dans la ville ouzbek d'Azaka, la chaîne de montage de Daewoo commence à fonctionner. Et la Nexia, un rêve de chauffeur de taxi et de Russes fatigue des voitures, neuf, est arrivé jusqu'à nous. Même à ce stade, la voiture était moralement dépassée, mais irréellement riche, elle pouvait être équipée de l'air conditionné. De lève-vitre électrique. Au début, il n'y avait qu'un seul moteur, le G15 MF d'Opel, d'un volume de 1,5 litres et d'une puissance de 75 chevaux, mais c'était suffisant à l'époque. L'essentiel est que ces voitures offrent au moins un certain confort et ne tombent pratiquement pas en panne. Avec le temps, cependant, elles présentaient un très grave inconvénient, elles pourrissaient comme des tomates périmées. Mais pour l'époque, la Nexia était une bonne voiture, surtout parce que nous n'étions pas trop riches ou Gates, nous étions heureux avec tout. Daewoo Nexia Berlin 1994 à 2008 au moment du restylage, qui a eu lieu en 2008, la Nexia était dépassée. La demande était en baisse et, en outre, il existait une voiture plus intéressante, la Renault Logan. L'un des grands avantages de cette voiture était son nouveau design. Comparée à la Nexia, elle paraissait beaucoup plus moderne, même si elle n'était pas très attrayante, c'est le moins qu'on puisse dire. En outre, elle était extrêmement budgétivore à tout point de vue, du plastique au moteur 1,4 litres à 8 soupapes d'une capacité de 75 chevaux. Dans une étrange configuration authentique, où l'on proposait en option la GUR, mais où l'on ne pouvait pas mettre l'ABS pour n'importe quelle somme d'argent. Mais cette voiture était le rêve de beaucoup de gens. C'est en partie compréhensible, car la panne de Logan la plus discutée sur les forums de l'époque était de savoir comment se débarrasser d'une trace d'eau lors du fonctionnement des essuie-glaces. La fiabilité du français d'origine roumaine semblait phénoménale. Et dans les riches ensembles complets, la voiture était même presque confortable, elle avait même un élévateur pour le siège du conducteur. Tout cela ne gâchait que l'apparence, car la Logan était appelée souche, coffre et réfrigérateur. Bien entendu, il présentait également quelques lacunes technologiques. Par exemple, le cache-poussière de la rotule, qui était également un joint d'huile de la boîte de vitesse, lorsqu'il était en dommage. L'huile s'échappait soudainement de la boîte de vitesse. Bobine d'allumage faible, capteur de vitesse arrière, capteur GUR, radiateur de climatisation, support lombaire. En général, ce sont des broutilles, et beaucoup de choses n'étaient tout simplement pas disponibles sur les kits bon marche. Cependant, avec le temps, les gens ont remarqué avec horreur que Logan commençait rapidement à rouiller. Mais que peut-on faire? La même Mercedes, dans la carrosserie de la W210, a également rouille, de sorte que seul le craquement valait. Vous pouvez pardonner cela. Parallèlement à la Logan et à la Nexia, il existait un autre rêve des masses, la Hyundai Accent. Elle n'avait qu'un seul inconvénient, il n'y avait pas de choix de moteur. Sur la Nexia, il est apparu plus tard, sur la Logan, il était possible de choisir des moteurs d'un volume de 1,4 ou 1,6 litres, à 8 ou 16 soupapes, mais sur l'Accent, il n'y en avait qu'un. Il était bon, mais il avait 102 chevaux, ce qui a vraiment énervé les propriétaires pauvres, seulement 2 chevaux et un autre tarif de MTPL, vous savez. Mais l'Accent avait une chose merveilleuse, une automatique simple mais fiable. Théoriquement, elle était aussi sur Logan, mais ce n'était pas la plus réussie, DP0, et en plus, les Logan étaient achetés soit à crédit, soit avec les derniers sous. Ce n'est pas une question d'automatique, cela suffirait pour la GUR. Et l'image d'une voiture de retraite supposait plus la présence d'une boîte manuelle.
Si la Logan était à carburateur, on la prendrait plus souvent que les autres, elle est plus fiable. Mais l'Accent avait une boîte automatique. Et la voiture roulait bien, et même aujourd'hui, ces Accents roulent. Et souvent dans un état étrange, on dirait qu'elle est déjà tuée, mais qu'elle est toujours en mouvement. La voiture s'est avérée très fiable et pas aussi terrible que la Logan. C'est donc aussi une voiture de rêve tout à fait décente pour l'époque. L'Accent doit être crédité d'une autre réalisation importante, elle a préparé les gens aux voitures coréennes. Lorsque la Hyundai Solaris puis la Kia Rio sont apparues, elles ont été adoptées sans crainte, l'Accent a fait une bonne publicité. La Solaris et la Rio sont également devenues des voitures de rêve. Et, il faut le dire, le rêve s'est considérablement développé depuis. Si les anciennes voitures de la classe B étaient pour la plupart très modestes et de petite taille, la classe B moderne représentait. Par les mêmes, coréens, a sensiblement grandi, tant sur le plan physique que moral. Aujourd'hui, ce ne sont plus des voitures si exiguës, avec de l'espace pour les jambes, sans sens du coude, envahissant, et elles sont presque nécessairement équipées d'un climatiseur, et parfois d'un système de contrôle de la température. En d'autres termes, les rêves sont devenus beaucoup plus ambitieux, ce qui ne peut que plaire. Pourtant, le principal critère de choix d'une voiture de rêve dans cette catégorie a toujours été le coût de l'entretien. Toutes ces voitures n'ont jamais eu de coût d'entretien élève, et les gens faisaient beaucoup de choses eux-mêmes. Ils changeaient l'huile, les filtres, les plaquettes de frein. Et rien, les voitures les traitaient normalement et roulaient pendant des dizaines, voire des centaines de milliers de kilomètres. Après tout le monde aime prendre soin de soi, les gens comme les voitures. Et surtout lorsque le moteur est protégé par une huile moteur qui a fait ses preuves Lukoil hélas, il n'y a pas de voiture parfaite. Mais il y a des voitures qui font le bonheur de nombreux fans de certains modèles. Et c'est bien normal, il est impossible de plaire à tout le monde, mais il faut s'efforcer d'être meilleur que les autres. Toutes les voitures qui sont devenues des classiques au cours des 20 dernières années ont certainement leurs propres atouts, sans quoi elles ne feraient pas rêver. Il est dommage qu'un seul document ne suffise pas pour se souvenir de tout ce qui a été produit par l'industrie automobile mondiale depuis l'an 2000. Mais ce que nous avons retenu sera suffisant pour essuyer les larmes de la nostalgie et se dire, et de quoi nous souviendrons-nous en 2040 ? Nous vivrons pour voir. Et si nous avons de la chance, nous ferons un bilan similaire. Et peut-être qu'il y aura à nouveau des voitures étrangères. En conclusion, au cours des 20 dernières années, la voiture de rêve a évolué de manière spectaculaire. Des avancées technologiques aux préoccupations environnementales, chaque aspect de l'automobile a été transformé pour répondre aux attentes des conducteurs modernes. Que ce soit grâce à l'émergence des véhicules électriques, à l'amélioration des systèmes de sécurité ou à l'intégration des technologies connectées, le rêve automobile d'hier n'est plus le même aujourd'hui. Il est fascinant de voir comment ces changements façonnent non seulement notre expérience de conduite, mais aussi notre vision de la mobilité pour l'avenir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de l'évolution de la voiture de rêve.